Donc, on a Véronique Morissette, qui est analyste des politiques des chaires de recherche du Canada, et Chris Kelly, qui est gestionnaire des programmes des chaires de recherche du Canada. Donc, je vous inviterai ici. On avait alloué un peu plus de temps. Si vous êtes patient, puis si ça ne vous dérange pas de peut-être allonger un peu, c'est le moment de vous poser vos questions avant de soumettre vos plans en septembre. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. On va aller un peu plus vite. Donc, moi, je vais commencer avec des mises à jour du programme. Donc, comme vous savez, avec le budget de 2018, il y avait une nouvelle attribution pour des nouvelles chaires, donc 285, dont de ça, 250 pour les niveaux 2 et 35 pour le niveau 1. La raison pourquoi il y en a tellement pour les niveaux 2, c'est une priorité gouvernementale de supporter les plus jeunes chercheurs. Donc, couplé avec ça, on a aussi, pour vous aider, augmenter les nominations hors cycle, donc pour mieux accommoder, parce que c'est difficile de tout rentrer 285 chaires en dans les 2 cycles par année. Donc, on a voulu essayer de vous aider en mettant hors cycle. Après octobre de cette année, on va retourner à ces 2 dates annuelles. Donc, couplé avec l'attribution, on a aussi commencé des allocations de 20 000 pour tous les nouveaux titulaires de chaires de niveau 2. Les premiers paiements ont été faits en février et mars pour ceux qui existaient déjà. Les autres commenceront avec le temps, pendant qui commence, et nous vous enverrons une cédule bientôt. On est en train de finalement, il y a aussi une formulaire d'état des dépenses, mise à jour pour le rapport d'utilisation des allocations supplémentaires. Ça sent bien. Bon. Le nouveau processus des décisions défavorables, c'était un pilote qu'on a introduit en novembre de 2017. Donc, c'était très similaire à un processus qui existait déjà pour les renouvellements. Donc, pendant un cycle, si une nomination qui était en renouvellement n'était pas favorable, il y avait l'opportunité de revenir au comité avec des commentaires supplémentaires, comme « Non, vous avez manqué ci, on a aussi tel ». On a voulu ouvrir ça pour les nouveaux chars aussi. Donc, ça fait 4 cycles qu'on fait ce processus-ci. C'est quand même on a un très grand niveau de succès. En termes généraux, on a monté notre taux de succès dans les 80% à maintenant des taux de succès de 95 à 97% par cycle. Donc, ça marche. Des consultations qu'on a faites avec les institutions nous ont démontré que ça a l'air d'être une bonne chose. Donc, on a enlevé le titre de pilote, puis c'est maintenant un programme permanent. Puisque le processus est tellement similaire, c'est quasiment identique avec le processus existant, au lieu d'avoir 2 processus différents, on les a couplés ensemble. Donc maintenant, ça serait nommé le processus de recommandation différé. En termes de formulaire d'auto-identification, comme vous le savez, c'est un formulaire qui a été introduit en septembre de 2018. Après avoir entendu une nouvelle, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va ajouter un lien dans le portail en ligne des candidats et les titulaires afin de les informer que les candidats renouvelés et les nouveaux candidats doivent soumettre le formulaire d'auto-identification afin de faciliter la chose, parce que le dernier cycle, c'était pas toujours évident, il fallait qu'on retourne souvent voir les institutions, voir les chercheurs. N'oubliez pas de le soumettre. En termes de cible et matière d'équité, la date limite du 21 octobre, c'est la dernière date pour soumettre les candidatures c'est la dernière date pour soumettre les candidatures pour la date d'échéance de décembre 2019 afin de rencontrer les cibles. Donc, toutes les nominations qui sont soumises de maintenant jusqu'à octobre vont compter pour atteindre vos cibles d'équité.
après ça, on verra quel processus qu'on peut faire, mais pour l'instant, on va retourner aux deux cycles normaux. Ça veut dire qu'il y aurait seulement deux dates par année où on peut soumettre des nominations. Donc, en avril et en octobre. Mais on sait que ça ne sera pas nécessairement évident de tout rencontrer, surtout avec toutes les nouvelles chaires, de pouvoir. On est en train de regarder quelle autre avenue on peut poursuivre. Aussi, jusqu'en décembre 2019, la marge de flexibilité au-delà des limites vont continuer, puis après ça, on retourne encore au processus qu'on avait avant. Et dernièrement, pour moi, les pages web des établissements portant sur la reddition de comptes elles doivent être révisées et mises à jour avant le 15 décembre, comme à chaque année. Voilà, je donne la parole à Valérie. Merci. Donc, j'avais préparé quelques diapositives relativement au plan d'action institutionnel puis pour vous mettre en contexte, mais j'ai l'impression que je n'ai pas nécessairement besoin. Je pense que tout le monde dans la pièce est bien au courant puis a déjà ses questions préparées. Alors, je vais passer très, très rapidement, là. Donc, c'est un élément clé du plan d'action des chaires de recherche du Canada. En matière d'équité, diversité et inclusion, on investit beaucoup de ressources en ce moment pour accompagner les institutions qui viennent de recevoir, en fait, qui ont reçu au mois d'avril dernier les résultats de leur évaluation. Alors, on espère aujourd'hui, là, au travers de la présentation, répondre à vos questions, mais aussi vous encourager puis vous apaiser, vous donner des éléments clés pour réussir à obtenir la note de passage, donc de satisfaisant lors de la prochaine ronde d'évaluation. Donc, la date d'échéance a été reportée au 27 septembre 2019, c'est plus un secret pour personne. La note de satisfait aux exigences va également être ajoutée aux critères d'évaluation. Alors, dans la ronde initiale de révision qui a été faite par le comité externe, il y avait 4 catégories possibles. Et à la demande du comité, on a choisi d'ajouter une catégorie supplémentaire pour leur donner plus de latitude dans leur délibération. Ensuite de ça, il va y avoir des révisions qui vont être apportées en fait, ce qui est attendu des institutions, c'est que le document qui s'intitule « Sommaire des discussions du comité » soit la source des informations qui doivent être révisées. Alors, vous avez reçu donc les révisions individuelles des 3 réviseurs qui ont été assignés à vos institutions, mais le programme ne s'attend pas à ce que vous adressiez chacun des commentaires qui sont dans les commentaires individuels. Alors, ces documents-là vous ont été fournis pour fournir plus de contexte au document qui s'intitule « Sommaire des discussions du comité » pour que vous compreniez des fois d'où venait le commentaire, mais c'est pas attendu que chacun des commentaires des réviseurs individuels soit adressé, seulement que ceux qui ont été indiqués dans le sommaire des discussions du comité. Alors, essentiellement, les attentes et le mandat du comité externe, lorsqu'il va se réunir à nouveau à l'automne prochain, ça va être de s'assurer que les commentaires qui étaient énoncés dans le sommaire des discussions ont été adressés adéquatement et de s'assurer évidemment que toutes les exigences du programme ont été rencontrées. En temps normal, à ce stade-ci, après que vous ayez reçu l'évaluation administrative qui vous avait été envoyée, je pense, l'année dernière, en 2018, en temps normal, les plans d'action ont déjà été révisés pour rencontrer chacun des critères qui sont énoncés dans le guide d'administration des chaires, mais c'est quand même important de vous assurer que chacun des éléments sont toujours rencontrés. Donc, je passe à la prochaine diapositive. Ce que je vais tenter de faire, là, c'est de passer au travers de vous faire un sommaire des questions les plus récurrentes. On a eu beaucoup d'échanges avec les institutions. Peut-être qu'on s'est déjà parlé au téléphone dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et il y a des messages qu'on tente de faire passer et j'étais contente de les retrouver dans la présentation de la professeure Sabat tout à l'heure. Donc, au niveau de l'organisation des plans d'action, c'est là où il y a eu le plus grand nombre d'incompréhensions. Et aujourd'hui, ce que j'espère faire, là, c'est de vous expliquer à quoi s'attend
le programme et à quoi s'attend le comité externe. Et si on regarde donc le tableau que je vous projette ici, la suite logique de vos actions devrait être d'abord de compléter les analyses. Alors, il y a 3 analyses qui vous ont été recommandées par le programme, en fait pas recommandées, qui sont exigées par le programme. On vous demande de compléter ces 3 analyses-là et on va les regarder individuellement un peu plus tard. Ensuite de ça, de tirer les données et de fournir les résultats de ces analyses-là et d'analyser les données afin qu'elles informent, qu'elles aident à orienter les actions que votre institution va mettre de l'avant dans son plan d'action. Alors, la suite logique des choses devrait être qu'on fait l'analyse et que les résultats de cette analyse-là permettent de déterminer quelles sont les actions qui sont appropriées à entreprendre pour chacune des institutions et dans leur contexte individuel. Parce que, naturellement, les institutions ne rencontrent pas toutes les mêmes difficultés. Ça peut être relativement à leur géographie ou à la langue de l'institution. Bref, chacune des universités rencontre ces difficultés propres à elle. Alors, ce qu'on avait pensé faire, je ne sais pas si le temps nous le permet, mais on avait pensé vous donner l'occasion d'échanger dans le cadre de groupes de travail de peut-être 6 ou 7 personnes relativement à la façon dont vous avez complété l'examen des pratiques d'embauche, l'examen comparatif, l'analyse de contexte. Parce que ce sont les trois évaluations qui sont exigées par le programme et c'est sur ces trois exigences-là qu'on reçoit le plus grand nombre de questions. Et le but de l'exercice est essentiellement de vous encourager à échanger sur les différentes façons de faire ces analyses-là à l'interne. Donc, pas seulement de discuter des résultats, mais de discuter de la façon dont ça a été organisé au sein même de vos institutions et en fonction des différentes grandeurs d'institutions également, et de pouvoir échanger sur la marche à suivre, sur les étapes ou les difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire l'exercice d'échange entre les institutions ou est-ce que je vois certaines personnes qui hochent la tête, donc je ne veux pas vous forcer à faire un exercice. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Je pense que c'est mieux de laisser les Pour les questions? OK, parfait. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à ce que j'espérais être un récapitulatif de nos échanges. Vous avez très bien fait. Excellent. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, l'examen des pratiques d'embauche, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'examen des politiques et des processus de recrutement pour vos chaires de recherche. Et la raison pour laquelle je reviens sur la description de chacune de ces analyses-là, c'est que des fois, on sent, à la lecture des plans d'action, ça a été relevé par le comité que les universités avaient parfois fait une analyse, mais qui n'était pas tout à fait en ligne avec ce que le programme des chaires de recherche voulait voir. Alors, des fois, il y a une analyse qui a été faite et qui est tout à fait pertinente, mais qui est malheureusement pas tout à fait en ligne avec les exigences du programme. Alors, je vais repasser à travers, là, comme je vous dis, du descriptif de chacun des examens. Et l'examen des pratiques d'embauche, il vise vraiment à identifier des obstacles dans le processus de nomination des titulaires de chaires de recherche. Alors, comment est-ce qu'on peut y parvenir? Bien, c'est d'abord et avant tout un exercice d'identification des politiques, des formulaires, des comités, de la composition des comités qui sont responsables du processus de recrutement des chaires de recherche du Canada. Ensuite de ça, c'est une analyse du contenu, donc du langage, du processus d'entrevue, de la façon dont les interruptions de carrière sont traitées dans ce processus-là, des politiques d'accommodation pour l'entrevue. Bref, c'est tout un éventail d'analyses qui peuvent être conduits sur les politiques, les formulaires et la composition des comités afin d'identifier des barrières systémiques qui pourraient exister au sein des processus de l'université. Alors, ça peut se faire, on a vu des entrevues. Il y a certaines universités qui ont choisi
de faire des entrevues avec leurs titulaires de chaire de recherche et de leur poser des questions sur la façon dont ils avaient vécu ce processus-là. Et c'est ça qui a servi comme élément déclencheur pour ensuite de ça aller pousser plus loin leur recherche dans la politique, dans les différentes politiques. Ça peut être une question de faire un sondage auprès des titulaires. Bref, il y a plusieurs différentes façons de l'organiser et c'est ce que j'espérais qu'elle allait faire l'objet de vos discussions. Mais enfin, vous comprenez le principe qu'il n'y a pas une façon, il y a pas de façon unique de faire l'examen des pratiques d'embauche. Ça peut être organisé de différentes façons, mais c'est toujours l'intention qui est derrière le processus qui est important ici. Ensuite de ça, l'examen comparatif, donc c'est une analyse du soutien qui est accordé aux titulaires de chaire de recherche. Alors, on parle de temps de recherche, on parle de salaire, on parle d'avantages sociaux, on parle de fonds de recherche additionnels, de mentorat, de soutien administratif, de l'équipement. Donc, est-ce qu'on voit à travers des différentes disciplines des écarts marquants entre des titulaires, par exemple, qui sont de sexe masculin et des titulaires qui sont de sexe féminin? C'est l'exercice qu'on vous demande de faire. Alors, ça peut se faire pour les plus petites institutions, naturellement. Il y a une difficulté qui s'impose lorsqu'on commence à faire un exercice quantitatif. Donc, ça peut se faire par entrevue. Et puis, juste par le processus d'entrevue, il y a certaines institutions qui, dans leur plan d'action, ont été en mesure de relever des disparités dans les traitements de leurs titulaires de chaire de recherche. L'analyse de contexte, donc c'est l'analyse du climat de travail des titulaires de chaire de recherche. Donc, c'est en prenant toujours, en accordant une valeur à leurs expériences vécues. Donc, de s'intéresser à la façon dont eux, ils vivent leur expérience de titulaire de chaire de recherche au sein de l'université. Et à nouveau, ça peut se faire par sondage, ça peut se faire par voie d'entrevue, ça peut se faire par analyse statistique. Il y a plusieurs différentes façons de l'organiser, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir de quelle façon, quel est le climat de travail de vos titulaires de chaire de recherche. Donc, j'avais un deuxième groupe de travail que j'avais prévu, mais qu'on va, je pense, sauter à nouveau. Donc, j'aurais aimé vous donner l'occasion d'échanger sur différentes façons, différentes stratégies que chacune des universités ont trouvées pour pour encourager les titulaires à s'auto-identifier, parce qu'on sait que c'est une difficulté que beaucoup d'universités ont rencontrée. Ils nous ont dit avoir vécu de la résistance de la part de leurs titulaires ou de la part de leur communauté universitaire. Et j'espérais en fait là, vous donner l'occasion d'échanger, mais naturellement, en consultant les plans d'action des uns et des autres, vous avez accès à ces informations-là parce que tous les plans d'action sont publics. Mais attends, Véronique, est-ce que quelqu'un, on peut l'ouvrir ouvertement, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question-là? Comment vous avez encouragé les employés? Oui, moi je vais répondre très candidement. Aujourd'hui, à Polytechnique, on s'est parlé récemment. Oui. On n'a aucune idée comment. OK. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée comment. Il y a des questions. Il y a un gros malaise aussi qui vient avec ça. On n'a aucune idée comment on peut demander à quelqu'un de nous répondre. Tu serais pas un petit peu handicapé, toi, par hasard? C'est difficile. Hein? Mm-hmm. C'est très difficile. Donc on ne sait pas comment. Je pense que la question de l'auto-identification des personnes handicapées, c'est celle qui cause le plus grand malaise. En tout cas, d'après ce qu'on a entendu lors de nos échanges avec les universités, c'est ce qui semble être le plus difficile à aborder. Et on a préparé, à la demande d'une université québécoise, on a préparé un document qui récapitule. En fait, on a fait une révision des 55 plans d'action et on a ressorti l'ensemble des stratégies qui ont été adoptées par les universités canadiennes pour soit encourager les personnes
à s'auto-identifier comme étant une personne handicapée ou pour... il y avait deux éléments. Bref, en tout cas, c'est un document qui a été préparé et qui a été partagé avec une institution québécoise parce que c'était à sa demande que l'analyse a été faite et ça me ferait plaisir de le partager avec vous si ça peut être utile. Donc, je vais peut-être le faire parvenir à Bibiana et puis on pourra le recirculer par la suite. Merci beaucoup. Les informations quant au handicap ou bien les autres facteurs d'identité, comment est-ce qu'ils peuvent être partagés si le sondage du CRSH ou du programme de CRC n'est pas encore sorti? Parce que je comprends qu'il y a un sondage, qui est le sondage du bureau du secrétariat. Mm-hmm. Et je pense que j'avais compris que c'est seulement les données qui sortent de ce sondage qui peuvent être utilisées pour savoir si on réussit par rapport à nos cibles. Mais à l'heure actuelle, tant et aussi longtemps que le sondage n'a pas été fait avec les titulaires actuels de chaires de recherche, ce qui est demandé des institutions, c'est qu'elles récoltent leurs propres données à l'interne et qu'elles utilisent ces données-là pour déterminer leur progrès. Hier, j'ai parlé avec Dominique Berrubi qui m'avait indiqué que c'était pas certain qu'on pourrait utiliser nos propres données. Écoutez, je vais prendre votre question en note, puis parce que je ne suis pas au courant de la discussion qui a eu lieu avec Dominique, puis c'est un processus qui est en cours, là. Je sais qu'à l'interne, on est dans les derniers stades de la finalisation du sondage, donc je ne veux pas vous donner des informations qui sont contradictoires. C'est une courriel je pense que c'était de Sally ou Lily, je me souviens. Sally. Oui, qui indiquait qu'en ce moment, c'est pas clair que les établissements peuvent utiliser leurs propres données. OK. Il faut attendre le sondage qui va sortir du secrétariat. Je vais vérifier l'information, puis je vais vous revenir avec une réponse plus claire, parce que comme je vous dis, c'est un processus qui est en mouvement en ce moment, puis je veux pas vous induire en erreur. Mais assurément, en tout cas, pour rattacher ça à la question de l'auto-identification des personnes handicapées, le document qui a été fait, c'est seulement qu'un recensement des stratégies. Donc, c'est pas un document qui vise à vous dire est-ce que ce sont des meilleures pratiques ou pas. C'est vraiment juste, voici ce que les institutions ont fait. Et enfin, vous êtes libre de vous en inspirer ou pas, ou de les adapter selon vos circonstances particulières. Puis, étant donné que ce document-là recense les stratégies visant à augmenter le taux d'autodéclaration, c'est pas nécessairement là, en lien avec ça touche pas le pourcentage d'individus qui s'auto-identifient à l'heure actuelle. Donc, on a fait notre deuxième groupe de travail. Oui, avec succès. Parfait. Donc, ici, je vous ai souligné certaines des meilleures pratiques qui vont au-delà des exigences du programme. Donc, naturellement, je vous les présente parce que ce sont des éléments qui ont été applaudis par le comité, mais c'est pas une attente du programme ni du comité que ces pratiques-là soient mises en œuvre. Je vous les partage simplement parce qu'elles ont été très bien reçues. Donc, la description de la méthodologie employée pour faire les 3 analyses, il y a beaucoup d'universités qui nous ont dit on a fait l'analyse et le plan là, verbatim se lisait quasiment comme suit. On a fait l'analyse et l'analyse nous a aidé à orienter les actions qui sont présentées dans le plan d'action. Mais on ne sait pas quelle a été l'analyse, on ne sait pas de quelle façon elle a été conduite, on ne sait pas qui a été consulté, on ne sait pas est-ce que ça a été des entrevues, est-ce que ça a été une analyse quantitative, est-ce que... donc, de fournir la méthodologie, ça aidait définitivement le comité à déterminer si les résultats et les actions qui étaient proposées étaient toutes en ligne. Ensuite de ça, considérer chaque groupe désigné dans son contexte individuel et, lorsque nécessaire ou approprié, proposer des actions qui répondent à leurs expériences scientifiques spécifiques, pardon. Donc, chaque groupe ne fait pas nécessairement face aux mêmes barrières systémiques et les universités qui ont présenté des actions qui visaient
à adresser les barrières systémiques rencontrées par un groupe en particulier, c'est quelque chose qui a été applaudi. Donc, tout au long des analyses que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête. Et peut-être que vous l'avez déjà relevé au cours des analyses que vous avez déjà faites, mais que ça n'a simplement pas été inscrit dans le plan d'action. Si vous l'avez... si c'est une analyse qui a déjà été faite, on vous encourage à en parler. Les objectifs visent à accomplir plus que l'atteinte des cibles. Donc, je vais revenir un petit peu à ce que la professeure Saba vous disait tout à l'heure et la question que Kani a posée également. Donc, de quelle façon est-ce qu'on distingue une cible et un objectif? Naturellement, les chaires de recherche du Canada ont imposé des cibles. Alors, c'est difficile pour nous, après ça, de vous dire, ben fiez-vous pas aux cibles. Hein? On peut pas, vous n'êtes pas tenu, enfin, le programme cite explicitement l'atteinte des cibles comme une exigence. Alors, c'est sûr et certain que nous, on est dans une position où on vous encourage à établir des stratégies visant à l'atteinte des cibles. Cependant, ce qui a été applaudi, c'est lorsqu'on allait au-delà de l'atteinte des cibles. Lorsqu'on nous disait, par exemple, il y a certaines institutions qui ont dit, ben nous, on s'est fixé des critères, des cibles qui vont au-delà de celles du programme des chaires de recherche du Canada parce que on accorde une valeur on pense qu'on est capable d'aller au-delà des chiffres qui nous sont fournis par le programme. Ou encore, des universités qui, dans leurs objectifs, dans leur plan d'action, nous parlent pas du tout des chiffres, nous parlent pas du tout de l'atteinte des cibles, nous parlent simplement de la façon dont ils vont aller faire un recrutement, donc des stratégies au niveau du recrutement, des stratégies, mais qui ne sont pas liées donc, à l'atteinte d'un chiffre, mais qui sont davantage liées à l'EDI dans un sens plus global. Et dans un dernier temps, les considérations intersectionnelles et pour d'autres groupes d'équité, donc LGBTQ2+, ça a été applaudi lorsque les universités ont accordé une considération pour ces deux composantes-là, mais comme elles ne font pas partie des exigences du programme, c'était pas quelque chose sur lesquels les universités étaient évaluées. Oui? Une question. Justement, on s'est posé la question aussi, il y a des moments où on se dit, mais on est capable de faire mieux. Mais après, encore une fois, en bon ingénieur, on s'est dit, ouais, mais on est mieux de ne pas en promettre trop au client. Là. On va lui garantir ce qu'il nous demande. Puis si on peut faire mieux, ben on garde ça pour nous. Puis je suis d'accord avec vous, dans le sens où nous, on ne peut pas vous demander d'en faire plus que ce que le programme a établi comme cible. Donc, okay. Enfin, c'est à la pure discrétion des institutions de décider de fixer des cibles qui vont au-delà. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. En fait, la majorité ne l'ont pas fait, certaines l'ont fait. Puis c'est tout à fait... Si on le faisait, on ne nous tiendrait pas rigueur si on n'arrivait pas aux objectifs que nous sommes ciblés au-delà des cibles imposées. Le programme ne peut pas vous pénaliser pour ne pas avoir atteint des cibles qui ne sont pas imposées par le programme. Donc effectivement, on est en mode fournisseur-client ici, là. Oui, non, mais je comprends très bien la question, mais le programme des chaires de recherche n'est pas en mesure de vous pénaliser parce que vous n'avez pas atteint des cibles que vous vous êtes fixées à vous-même. D'accord. Merci. Oui. Je voulais faire un commentaire et je voulais faire un lien entre les trois sujets des trois présentations qu'on a vues. Je trouve qu'il y a un petit effet pervers à scinder un peu les programmes tels qu'ils sont présentés. On parle, par exemple, de mobiliser les cadres. Je trouve que d'avoir maintenant deux programmes qu'on a dans les paysages, ça a un petit effet pervers quand on veut mobiliser notre direction et les cadres. Parce que c'est sûr qu'on a des exigences qui vont juste restreindre les titulaires de chaire et les cibles. C'est sûr qu'il y a des cadres les moins convaincus qui vont nous dire oui, mais qu'est-ce qui est exigé? C'est quoi la note de passage? Ça, je trouve ça dur dans mon institution. Surtout qu'en étant petit, on a peu de titulaires de chaire. Fait que toutes les actions que je vais amener à la direction pour 8 titulaires de chaire ne vont pas faire une différence. Fait que je ne me sens pas vraiment contribuer à ma cause en ayant deux
en fait, deux horizons différents. Là. C'est juste, j'apporte cette réflexion-là. Parce qu'on est en train de perdre un peu de vue l'objectif qui est de rendre les équipes de recherche diversifiées. C'est mon commentaire. Merci. J'ai une question pratico-pratique. Oui. Dans le sommaire des évaluateurs, il y a eu différents éléments qui ont été mentionnés. Est-ce que vous vous attendez pour le 27 septembre tout soit fait ou ça va être en cours de réalisation? Donc, on s'attend à ce que les analyses soient faites, hein, parce que ça fait quand même 2 ans que les analyses ont été communiquées comme étant une exigence, mais on ne s'attend pas à ce que les actions correspondantes, c'est-à-dire l'action que vous avez décidé par exemple, si vous décidez de créer un comité quelconque, ben, on ne s'attend pas à ce que le comité ait été créé pour le 27 septembre. On s'attend à ce que vous ayez identifié le besoin de créer un comité et que vous vous soyez fixé un échéancier pour la création de ce comité-là. Quand vous parlez des analyses, vous parlez des entrevues, du sondage et tout ça. Oui. Fait que ça, il faut que ça se fasse. Les 3 analyses doivent avoir été complétées. Oui. Les 3 analyses, vous parlez de. Les 3 analyses, vous parlez juste de répéter. Donc, c'est ça. Sur le contexte, sur l'embauche et la campagne. C'est ça. Puis, est-ce que vous vous attendez à ce qu'on vise tous les titulaires de chaire ou on peut prendre un échantillon? Et ça dépend. C'est notre stratégie. Ça dépend. En fait, ça dépend de ce que votre université choisit de faire, dans le sens où je ne sais pas de quelle université vous provenez, donc je veux pas présumer que vous êtes d'une petite université ou d'une grande, mais enfin, peut-être qu'une grande université va choisir de... Moi, je viens d'être dans le dossier, là, puis il faut comprendre aussi que c'est l'été, hein, puis moi, je veux bien solliciter, puis c'est pas de votre faute, ça n'a pas été fait à la hauteur des attentes. Mais écoutez, je ne veux pas non plus solliciter les gens en 2 mois, les bousculer, l'entrée. Non, vous êtes obligés de nous rencontrer là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Fait qu'il faut essayer de doser un petit peu parce qu'on va avoir l'effet contraire. C'est sûr que si vous avez un grand nombre de titulaires de chaire, c'est tout à fait possible que vous décidiez de faire un échantillonnage ou de faire... Une question qui nous a été posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour les sélectionner? T'sais, on n'est pas supposé de savoir qui s'auto-identifient comme appartenant à un tel groupe. Comment est-ce qu'on fait pour les approcher? C'est possible de faire un appel à tous, puis de dire, ceux qui sont intéressés à participer, voici l'objectif pour lequel on travaille. Maintenant, on serait intéressé à vous rencontrer. Quelles sont vos disponibilités? C'est une façon que vous pourriez décider de le faire. Est-ce que vous avez observé que c'était plus efficace les entrevues où on allait plus en profondeur ou un sondage? Ça, vous n'avez pas les données là-dessus? En fait, même si j'avais une opinion, je ne serais pas en mesure de vous la communiquer parce que c'est quelque chose qui c'est interprété par le comité. Hein. C'est le comité qui a le pouvoir de... Il n'y a pas eu de commentaire. Non, pas de mémoire en tout cas. J'ai pas souvenir que ça a été discuté. Ok, merci. En fait, on tirait sur la fin, donc j'ai des pourcentages là, enfin, pour vous convaincre de l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion et de vous montrer également les progrès importants qui ont été faits dans le programme. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs questions. Alors, si vous voulez qu'on saute peut-être aux questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Je vais ouvrir la période de questions autant à Véronique, à Chris puis à Karine, vu que je pense qu'il y en a qui pensent qu'il y a des choses qui sont arrivées. Donc, juste nous dire à qui s'adresse votre question. Merci. OK, je regarde le document qui nous a été envoyé. C'était Summary of Committee Discussion. Alors, c'était le résumé des commentaires des évaluateurs. Oui. Puis, il y avait deux sous-titres comme Areas of Strength Mm-hmm. et Areas for Improvement. Donc, Oui. est-ce que l'attente, c'est qu'on va prendre, comme il y avait une liste de Areas for Improvement, il y a comme 6 points. Est-ce que les attentes sont comme dans la lettre couverture de 3 pages, qu'on indique, OK, voici les commentaires qu'on a reçus quant à Areas for Improvement, voici ce qu'on a fait, regardez dans le plan parce qu'on va soumettre le plan révisé.
à la page whatever. Et puis, est-ce que c'est ça? C'est une des façons. En fait, il n'y a pas de template ou de façon d'écrire la lettre. Ça vous appartient et chaque université peut décider de la rédiger d'une façon différente. Mais on a entendu de d'autres institutions que c'était la façon dont ils allaient rédiger la leur. Donc, vous pouvez pointer vers les endroits où il y a des modifications qui ont été apportées. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le comité va être chargé de relire le plan dans son intégrité. Alors, une institution qui n'aurait pas écrit de lettre de 3 pages, mais qui resoumet son plan d'action, le comité va accorder les mêmes considérations aux changements qui ont été apportés. Et s'il y a des points qui ont été, des commentaires des évaluateurs qui n'ont pas été reproduits dans le résumé, est-ce que, alors, on dit qu'il n'y a aucune attente Il n'y a pas d'attente que ce soit modifié. OK. Oui. OK. Donc, on vous le communique. Ça vous a été communiqué parce que ça fait partie des commentaires des réviseurs. Puis, c'est libre à vous de décider si vous choisissez de les adresser ou pas. Mais ce qui doit être fait, c'est d'adresser les 6 points qui ont été mentionnés comme les Areas for Improvement dans le document qui s'intitule Sommaire des commissions. Sommaire des discussions, pardon. Juste pas tant pour les plans en tant que tel, mais les conditions de soutien. Vous demandez de faire, nous, un examen de soutien vers les titulaires, mais on se demandait pour, par exemple, pour les personnes handicapées, est-ce que le programme des chaires envisage éventuellement d'avoir une subvention des frais, des soutiens à l'accès aux services? Par exemple, pour une personne qui serait sourde, est-ce qu'elle pourrait avoir, ça se fait déjà au Conseil des arts du Canada, d'avoir une subvention pour le soutien au service pour la traduction, des choses qui permettent qu'elle puisse faire sa recherche de la même façon qu'une personne qui ne serait pas handicapée? C'est une bonne question à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, tu es au courant de quelque chose. En ce moment, non. Malgré que c'est une très bonne idée, par contre. Fait que je le prends en note, puis je pense qu'on va en discuter à l'interne. Et la page web du Conseil du Canada. Oui, merci. Parfait. D'autres questions, commentaires? C'est la première fois que j'entendais mentionner le plan que vous avez présenté. Est-ce qu'on peut s'attendre, si on se fie sur ce qui se passe avec les chambres de recherche du Canada, que maintenant on est rendu avec des exigences et des pénalités, est-ce que dans la vision de ce programme-là, dans X années, ce sera la même chose en termes de pénalités sur les subventions possibles que les universités pourront avoir? Alors, quelle est la visée du programme qui est en train de se mettre en place? Alors, étant conscient de l'effet que ces exigences par rapport à ce programme, je pense qu'on a avantage à garder un inventaire de programmes qui ont différentes cibles pour qu'on développe plusieurs façons différentes. Je ne vois pas en ce moment qu'il n'y ait aucun avantage pour qu'un programme comme Dimension devienne quelque chose d'obligatoire avec le même type d'approche de cible et tout et tout. Cela dit, on va vouloir faire une évaluation du programme pilote, la phase pilote. Puis si on devait constater que la seule chose qui a avancé, c'est là où il y avait des approches très fixées par rapport aux cibles, ben, est-ce qu'on en conclut que c'est la seule approche? Alors, je ne veux pas prévoir nécessairement qu'est-ce qu'on va déterminer à la fin, mais en ce moment, moi, je suis portée à croire que non, ça ne devrait pas aller dans la même direction que le programme de chaire de recherche Canada. C'est mieux qu'on ait d'autres approches plus qui veulent des postes de chaire de recherche du Canada. C'est quelque chose de très précis, c'est quelque chose de très fixe. Le programme Dimension veut aller faire une transformation dans la communauté de recherche postsecondaire plus holistique que ça, plus compréhensible que ça. Donc, oui, il y a un élément d'analyse de données quantitative. Oui, il faut s'informer. Comme nous-mêmes, les 3 agences, on commence à comprendre mieux où sont les écarts et à voir comment ça se manifeste dans les différentes communautés de recherche. Les IRSC n'ont pas le problème que le CRSH, que le CRSLG. On le voit très bien. C'est très intéressant de le voir. Je retourne, je dis à Jeanne tantôt, c'est le comité de coordination de recherche du Canada, ces tableaux-là préliminaires viennent d'apparaître.
Donc, c'est pas mon pouvoir, là, mais j'espère tellement que non. Là. J'espère tellement que non. Donc, l'université X est sélectionnée, elle fait le pilote pendant 2 ans. Oui. Comment gérer le pilote et le plan d'action en lien avec les CRC? J'ai certainement difficulté à concevoir qu'il y aurait de contradiction. Il me semble qu'il y aura plutôt des choix à faire, comment, étant donné ce qui se fait par rapport à ces postes de chaire, de recherche, quel autre aspect par rapport à tout le research endeavor, tout l'appareil administratif, appareil de soutien, d'encadrement, que ce soit la communauté de chercheurs pour nous, là, c'est quand même des étudiants qui participent à la recherche et tout. On parle de recherche parce qu'on a un mandat fédéral, mais on sait que la communauté de recherche et la communauté universitaire, ben, il y a beaucoup de chevauchements, là, sûrement. Mais donc, alors par rapport à ce qui se fait par le plan d'action qui répond aux critères du programme de recherche, qu'est-ce qui peut inspirer d'autres éléments, d'autres transformations, d'autres analyses des autres? Dans ce sens, je vous suis très bien. Le sens que je trouve difficile d'une façon durable, c'est que avec le plan, on est très serré dans le temps. Oui. Et avec des cibles. Oui. C'est sur ce point-là qu'on a de difficultés à suivre une logique de prendre le temps, de changer des façons de faire, de travailler pour le durable, et en même temps fouetter quelques personnes parce qu'on a des cibles à atteindre. Oui, d'accord. C'est trouver l'équilibre et l'ouverture, le réseau sert à ça, c'est cet équilibre-là qui est difficile, surtout pour convaincre les gens qui ne veulent pas trop se remarquer. Ça reprend le commentaire de Oui, la question va pour Mme Morin. Quand vous parlez de soumettre de l'intention et d'entamer une évaluation pour ceux qui ont soumis la lettre, il y a une évaluation par rapport à la capacité. Vous avez dit tantôt, il faudrait que l'université ait une certaine capacité d'atteindre les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous allez évaluer cette capacité? Peut-être qu'il n'y a pas des critères encore établis, vous êtes dans le system work in progress, mais je voulais juste savoir comment on évalue cette certaine capacité des institutions. Ils sont décrits. Dans les instructions pour la lettre de parfait. C'est du texte un peu général, on n'est pas allé dans le détail. Parce que j'ai même plus de phase. On veut que ça soit assez ouvert pour qu'on ait l'opportunité de voir ce qui se développe en ce moment, ce qui se manifeste. Puis étant donné qu'on va au-delà de chair, c'est qu'il se fait autre chose ailleurs. Les collèges et les cégeps, j'aurais vraiment voulu faire passer ce message-là parce que reconnaissez à quel point les collèges, à travers la SUPI puis les cégeps ici, ont des réalités autres, plus petites, plus intégrées dans leur communauté, des partenariats autres. Ils ont des réalités où il y a une diversité, il y a une inclusion qui est très intéressante. Puis eux se mettent à décrire ça, puis à démontrer comment ils sont arrivés jusqu'à date. Tout ça. Fait que cette dimension est plus floue encore parce qu'on veut essayer de permettre à beaucoup de choses de se présenter, de se mettre l'avant. Moi, j'ai une question. T'as le droit. Mais on a Sophie Parent puis Simon Bernier. Oui. Donc, vous savez que leur plan d'action a été accepté. Donc, moi, j'aurais aimé savoir quel serait... bon, Sophie, tu vas me référer à Simon. Mais quelles seraient tes recommandations? Toi, en tant que personne qui a bâti le plan, comment est-ce que tu aurais des petites recommandations à nous donner aux personnes qui doivent rédiger leur plan? Peut-être que tu peux nous mettre en contexte comment tu le fais, c'est libre à toi. Peut-être, je pense que la première chose, c'est que c'est un peu difficile de faire des recommandations. Je pense que la réalité de chaque institution est tellement différente. Et donc, au fond, chaque plan va être particulier à chaque université. Il y a beaucoup de choses que peut-être que nous, on a pu faire, mais que pour d'autres, c'est tout à fait inapplicable. Alors, je pense que c'est un défi particulier. Mais nous, de notre côté, je dirais que la stratégie de base, c'était beaucoup de s'appuyer sur la consultation qu'on avait faite, puis les conclusions des gens qui étaient autour de la table qu'on avait réunis, puis de nos titulaires. Puis en regardant un peu, on a fait plusieurs réunions avec notre comité, puis à la fin, on s'est appuyé sur
les conclusions en fait, de notre comité. Parce qu'au départ, je pense que dans la première version du plan qu'on avait remis, on avait dit qu'il y a plusieurs choses qui étaient à modifier. Au fond, en lisant, des fois, c'est simplement qu'avec les délais serrés, on avait très mal expliqué certaines choses, dont notre consultation. Donc, on a simplement, pour la deuxième, ce qu'on nous a demandé d'apporter des corrections, pour plusieurs points, c'était simplement d'ajouter une information qu'on avait omise ou de mieux expliquer comment on travaillait pour respecter certaines normes. Puis, c'est ça, donc ça va passer. Donc, c'est un petit peu difficile d'en arriver à dire, voici la façon dont il faut le faire. Mais évidemment, c'est sûr que ça amène beaucoup de... Ça a amené beaucoup de tiraillements quand même aussi à l'université, parce qu'il y a certaines mesures dans notre plan qui sont assez dures. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont nous dire ça va pas assez loin. Puis, de l'autre côté, on a des gens qui vont nous dire ça va beaucoup trop loin. Alors, à un certain moment donné, on s'est dit on s'est critiqué des deux côtés, c'est qu'on doit être pas mal à un point d'équilibre. On va y aller avec ça. Moi, j'aimerais juste me permettre un petit commentaire parce que je l'ai lu, le plan d'action de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, d'un point de vue structurel, il y a quelque chose... On vous a cité comme exemple à plusieurs reprises lors de nos échanges avec les autres universités parce que c'était très clair dans la version qui a été révisée par le comité externe, c'était très clair quels étaient les examens, donc les analyses qui avaient été faites. Et vous avez très clairement indiqué également c'était quoi les barrières systémiques qui avaient été observées au sein de l'institution. Puis vous nous avez pointé vers l'action qui était correspondante. Donc pour le comité, je me souviens très bien de la discussion à l'effet que pour eux, ça avait été facile de comprendre il était où l'alignement entre les analyses qui avaient été faites et les actions qui étaient présentées. Donc, je pense que ça, c'était une des forces du plan, puis on vous a cité comme exemple à de nombreuses reprises. Donc. J'ai une question pour vous au sujet de vos consultations. Quel type de consultation vous avez fait comme des consultations sur l'ensemble de la communauté universitaire par un site web anonyme ou simplement juste vos titulaires de chaire ou avez-vous fait plusieurs niveaux de... La première chose qu'on a fait, c'est essayer d'abord de constituer comme les règles du programme, les règles pour établir le plan, disait un comité diversifié avec toutes sortes de chercheurs, de personnes, de membres de la communauté, de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs, surtout des professeurs, mais quelques membres aussi de l'administration. Puis donc, ça a été vraiment le comité principal qui a travaillé vraiment à étudier, à faire peut-être un portrait de la situation, pour essayer de trouver comment on pouvait améliorer les choses en matière de vie. Mais on a aussi rencontré, là pour nous c'était quand même assez facile parce qu'on a peu de titulaires de chaire qui étaient tous très concernés par ce dont on discutait, donc on a pu essayer facilement de rencontrer tous les titulaires, puis évaluer un peu notre démarche qui est en cours. Puis en même temps, on a présenté l'avancement du dossier à différentes instances au sein de l'université. Donc, c'était à chaque fois des occasions aussi de notre part de ce qui était attendu de nous, mais aussi de faire le point où on en était rendu dans le processus et à chaque fois d'avoir d'autres commentaires aussi par ailleurs qui alimentaient les discussions de notre comité en parallèle. Puis évidemment, à la fin, il faut produire le tout. Si on regarde la structure du plan, le PTR, ça ressemble beaucoup à une des diapos de la présentation de Mme Serre. Donc, de mesurer, de voir la problématique, les barrières, puis après ça, les actions. C'est pour chacun des points, c'est vraiment comme ça qui est structuré. Puis je pense que c'est la clarté du plan qui est de cette manière-là. Je pense que étant chercheuse, pour moi, quand c'est clair comme ça, j'imagine que c'est plus facile de voir. Et peut-être au départ, j'ajouterais peut-être une petite chose aussi, c'est que au départ, lorsqu'on est parti pour la rédaction, on s'est dit, on a regardé le plan qui avait été produit par les chaires de recherche du Canada, on s'est dit, on va copier un peu le modèle, comme ça va être difficile de nous critiquer. Comme ça. Oui, parce que j'ai l'impression que des fois qu'on a l'impression d'écrire un roman, il y a des plans d'action, c'est un roman. Des fois, c'est drôle, mais c'est de synthétiser, de comment bien le structurer. Mais il n'y a pas qu'une façon d'écrire un plan d'action non plus. Donc, c'est correct qu'il y en a qui soient plus... Je ne dis pas que ça, mais il y en a qui sont très longs. J'en ai lu. Oui. C'est juste un commentaire. En fait,
c'est juste de dire, en fait, plus c'est clair, plus c'est facile de rendre les gens imputables. Mais en même temps, ça oblige à avoir des résultats. C'est ça qui est le plus compliqué. Fait que moins c'est clair, plus forcément on a quelque chose à cacher, puis il y a quelque chose de pas correct dans ce qu'on fait. C'est juste par expérience, puis j'en ai vu des plans d'action, j'en ai fait des plans d'action, puis quand on n'a rien à dire, généralement on remplit de vide. Fait que et si c'est pas clair pour nous, c'est pas clair pour les personnes à qui on va demander de faire des choses. C'est souvent ce qui on est mieux de moins en mettre, puis au moins de savoir quels sont les résultats qu'on va avoir avec ça. La question s'adresse à vous tous, mais j'aimerais, pour la poser, revenir à l'intervention de Mme Morin. Sur cette question de dire, il y a le programme des chaires de recherche, il y a le programme Dimension, les universités qui ont participé au concours sur les chaires d'excellence, on passe tous par des plans d'équité. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas clairement établi que c'est la voie d'avenir pour inviter les institutions à faire des démarches plus précises et rapides pour certaines cibles, mais de penser vraiment qu'elles sont en train d'investir pour l'avenir. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un peu un message contradictoire qui à la fois cible sur des mesures très précises parce qu'on ne veut pas perdre les chaînes et se disent est-ce que ça vaut la peine d'investir parce que d'un côté on est dans des projets pilotes puis on ne sait pas trop. Après on veut participer à des grands concours et là on est obligé puis en plus les concours sont même les acceptations sont suspendues le temps de déposer des plans d'équité acceptables. Et laissez-moi vous dire, le plan d'équité des chaires d'excellence allait loin, parce que je veux dire, il y avait tout ce que moi j'ai ramassé l'information à partir de là. Donc, je ne sais pas pourquoi on sent un peu cette... aider les institutions, aider les personnes qui travaillent dans les institutions à dire, c'est fini, c'est un incontournable, c'est l'investissement, c'est pour l'avenir. Et si ce n'est pas seulement pour le Canada, ce sera pour le Québec, ce sera pour les provinces. Je reste un peu avec cette petite amertume aujourd'hui. C'est pas parce que j'aime bien Tania mais j'appuie vraiment. L'idée, c'est qu'on fasse quelque chose et qu'il puisse, et comme un peu Angela l'a dit, c'est on est appelé à une chose à la fois, Est-ce qu'on n'est pas en train de travailler un peu séparément? Et pourquoi? L'idée que je pense que Tania propose, c'est de bâtir des plans d'équité qui peuvent se transposer, peuvent être transversaux dans toutes les demandes et tout ça. Donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait regarder au sein de nos institutions. Et après, quand vient le temps de soumettre des comptes, par exemple, au CRC, au programme Dimension, bien, on a déjà quelque chose de bâti. On n'a pas besoin nécessairement que les organismes subventionnels nous disent « faites ça », mais peut-être nous, on peut prendre cette initiative-là et dire « bien, regarde, on va bâtir un plan d'équité qui va se rattacher, qui va rattacher un peu toutes les ponts des demandes que nous avons dans nos demandes de subvention à la Commission des droits de la personne, et ainsi de suite. » Donc, il y a certaines institutions qui ont adopté cette façon de faire-là. Et on le sait parce que dans leur plan d'action pour le programme des chaires de recherche du Canada, ils font référence à leur plan d'action institutionnel, donc pour l'ensemble de l'université, et qui ne vise pas seulement que la recherche, mais qui vise également les étudiants, qui vise le personnel, bref. Donc, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je pense que Karine est probablement dans la même position que nous, dans le sens où on a tous des mandats très restreints et c'est particulièrement délicat pour le programme des chaires de recherche de dire aux institutions, bien, vous devriez avoir un plan d'action à la largeur de votre institution. On reconnaît les difficultés et en fait, dans la majorité des cas, les ressources qui sont très, très, très limitées. On essaie de mobiliser notre personnel, on essaie de mobiliser des ressources pour vous aider, vous accompagner, mais on peut difficilement vous demander d'en faire plus que ce que vous faites déjà. La seule chose à laquelle vous êtes tenu, c'est de respecter les exigences du programme. Alors, même si je suis tout à fait d'accord et que je pense que c'est la philosophie de notre gouvernement fédéral en ce moment, c'est que, justement, l'équité, la diversité et l'inclusion soient répandues dans toutes les sphères et pas juste au niveau universitaire. On est tous pris dans nos mandats et dans les limitations de chacun de nos programmes. Et puis, même si c'est vrai que c'est malheureux que ce ne soit pas toujours
Plus harmonisé. Mais c'est réfléchi, par Ouais. exemple. Non, Puis c'est non, discuté à l'interne. Assurément, c'est quelque chose, c'est une considération principale d'harmoniser. Puis d'ailleurs, les chaires de recherche et Dimension, il y a eu des discussions à cet effet-là. Donc, on est bien à l'affût là, de ce besoin-là, mais c'est pas toujours facile à organiser ni à communiquer. Non, ben, si c'est pas facile au sein de nos propres institutions, nos propres universités, imaginez au sein de vos propres institutions. Donc, c'est compréhensible, mais n'oubliez pas, trouver des moyens. Et moi, j'aime bien penser à cette idée-là. Trouvons un autre moyen d'y arriver. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un organisme qui nous impose quelque chose que, OK, là, maintenant, quand on court, là, tout l'été, on va courir, on va suer, ça va être la fin du monde. Tu sais, pourquoi on veut le faire aussi? Justement, je pense que cette impulsion-là qui est donnée par le gouvernement fédéral via les organismes subventionnaires, ça a du bon. Disons qu'après les élections fédérales à l'automne, on change de gouvernement. D'après vos analyses de risque, qu'est-ce qui arrive avec tous ces beaux projets-là? Sur le côté des CRC, je pense pas qu'il y aura grand changement. Je pense que c'est la voie de l'avenir un peu pour le programme. Je le vois pas changer beaucoup. Peut-être modifier, mais on change pas de voie, on continue. Ça serait mon analyse à moi. Écoutez, d'une part, pour nous, ce qui a eu lieu après le budget fédéral de 2018, c'était un développement d'une soumission au Conseil du Trésor très précise, avec des chiffres très précis, qui seraient des sommes qui seraient dépensées pour quelle fin. Puis on a eu à ce moment-là une réponse du Conseil du Trésor comme quoi cette allocation devait se faire sur un plan fiscal de 5 ans, selon le Conseil du Trésor. Est-ce qu'un autre gouvernement revient reprendre tout cet argent-là, le réallouer politiquement? On le voit que c'est une possibilité. L'important, c'est qu'on continue à avancer sur ces questions d'équité, diversité, inclusion. Bon, je sais qu'on dépasse un peu le temps, mais on voulait juste prendre le temps, notre équipe, Jeanne, Amélie, Carly et moi. Comme vous savez, le réseau, le procès, on est en train de tout bâtir. Nous avons besoin, ça n'a pas besoin de nous le dire maintenant, mais si vous pouvez nous écrire un courriel très prochainement, c'est quoi vos besoins? C'est quoi besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin au sein de vos universités pour mener à bien ces projets? Si vous avez des ressources, des choses que le réseau peut faire, qui peut contribuer, bien, c'est sûr que nous, bien, dans notre optique, c'est d'aller faire la demande. Puis si on peut être une aide pour les universités, bien, c'est ça notre objectif. Déjà, oui, on offre la formation, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire avancer cette question au sein de vos universités? Et vous me connaissez très bien, il y en a qui me savent. Je vais essayer de trouver du financement, quelque chose à quelque part. On va essayer de trouver un moyen. Pas de promesse, mais l'idée, c'est que si on ne demande pas, on ne l'aura jamais. Si on ne l'a pas, ben, tant pis, okay, on passe à d'autres choses, puis on continue, on va cogner nos portes, puis c'est tout, là. C'est juste ça, là, aujourd'hui, toute l'organisation, c'est la contribution de plusieurs universités. Donc, qui ne pensaient pas mettre un sou en EDI, si je me rappelle bien, il y a quelques mois. Et maintenant, regardez le résultat. Donc, pour finir, c'est sûr qu'on pourrait parler longuement. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci beaucoup pour présenter les plans d'action, la charte Dimension, comment faire un plan d'équité. Puis ce matin, on avait Tamar qui nous a présenté les bons exemples de Ryerson et l'équipe McGill qui est venue aussi toute unie nous présenter toutes les belles choses qu'ils font au sein de leurs institutions. On n'est pas tous parfaits, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher des bonnes idées. Puis, n'oubliez pas, 3-4 octobre, l'idée, c'est qu'on se rencontre à nouveau, cette fois-ci, à Québec, à l'Université Laval. Donc, le 3 octobre, ça va rassembler les groupes de travail pour qu'ils puissent se voir face à face, discuter, travailler, fusionner en quelque sorte. S'il y a des personnes qui veulent s'impliquer davantage dans les groupes de travail, n'oubliez pas que la porte est toujours bienvenue, vous êtes inclus, juste écrire un mot
et nous dire comment vous pouvez contribuer dans ces groupes de travail-là. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon vendredi ensoleillé de Formule 1!